présenter cette histoire de l'architecture et mon travail aussi de praticien comme en fait le design du climat. Le livre qui a été évoqué par Eric, qui est celui-là, Histoire naturelle de l'architecture, je précise qu'on ne peut pas le trouver sur Amazon, que l'éditeur préférait privilégier les circuits des libraires classiques. Donc si vous voulez le chercher, il faut passer par les librairies, non pas par Amazon. Donc cette histoire naturelle de l'architecture, c'est mon doctorat, c'est la synthèse en fait d'idées que j'avais, d'intuitions que j'avais depuis de nombreuses années. Et j'ai eu la chance en fait de pouvoir faire ce doctorat qui a été initié pas réellement par moi, mais plutôt par le ministère de la Culture en France. Et j'ai pu profiter de cette occasion pour finalement rassembler une documentation, rassembler un travail pour définir cette nouvelle histoire qui regarde les choses de manière peut-être moins superstructurelle, mais de manière plus infrastructurelle, en essayant de comprendre comment le climat, les épidémies façonnent en fait l'esthétique et l'architecture. Alors, je vais faire un petit résumé à la fois du livre et de l'exposition qui a été présentée au pavillon de l'Arsenal, qui a fermé au mois de septembre dernier. L'exposition est restée ouverte une année, alors entrecoupée des confinements. Le premier chapitre, en fait, est sur essaye de comprendre pourquoi on a besoin d'architecture. Alors, en réalité, on se dit pourquoi on construit un bâtiment, pourquoi on a besoin de faire ça, et de manière assez évidente, on se dit bon, c'est parce que je ne peux pas survivre en Belgique en plein hiver quand il y a de la neige, et donc j'ai besoin de m'abriter. Et la raison derrière ça, c'est parce que le corps humain est à 37 degrés, on doit conserver cette température, et qu'on ne peut pas survivre en dehors de certaines conditions, de certains climats qui permettent au corps de décharger un excès de chaleur toujours vers un environnement qui est un peu plus froid, entre 20 et 28 degrés, comme ça, et on doit conserver cette pellicule autour de nous. Et l'architecture, en fait, c'est ça, c'est une transformation locale de l'atmosphère terrestre, hein, si on veut, et on crée des petites bulles. C'est un peu comme on ne peut pas transformer tout le climat pour qu'il corresponde à cette température humaine, mais on transforme des petites poches comme ça, et l'architecture, finalement, c'est ça, c'est la construction d'un climat artificiel dans lequel l'être humain peut survivre. Et ce que je dis là, en réalité, c'est ce que disait Vitruve, exactement, très littéralement ça. Vitruve disait que c'est l'architecture, c'est la construction artificielle de ce qui est inconvénient dans la nature. Donc c'est ce premier rappel comme ça de cette condition, de cette réalité climatique de l'architecture, et qui après retrouve, quand on regarde la mythologie, quand on regarde les légendes comme ça, c'est un peu cette légende de Adam chassé du paradis. Donc il vivait nu, il n'avait pas besoin d'architecture, il était dans un printemps perpétuel, et quand il est chassé du paradis, il se retrouve sous la pluie, et donc il doit s'habiller, il doit que construire, et donc c'est cette origine comme ça de l'architecture. La deuxième chose, c'est la question de la ville. On se pose la question pourquoi la ville existe, comment la ville apparaît. Et en fait, si on regarde l'histoire, on s'aperçoit que la ville, elle apparaît avec les premières sociétés agricoles, donc les premiers villages, les premières traces de villages sédentaires, donc c'est moins 10 000 avant Jésus-Christ, les premières grandes villes, si on veut, c'est moins 4 000. Et en réalité, si on essaye de comprendre pourquoi la ville apparaît, c'est que la ville, en réalité, c'est le lieu de stockage des céréales. C'est ce que certains historiens parlent de gastropolitique. En fait, c'est-à-dire que tout d'un coup, on doit conserver à un certain endroit les surplus de céréales, et la ville est en fait la banque centrale où les paysans viennent apporter leur blé, où il est surveillé
par des soldats et comptabilisé par des prêtres. Et donc la société se divise tout d'un coup en ces trois catégories, des prêtres, des gens urbains, les prêtres et les soldats, et les gens non urbains, les agriculteurs. Et ce modèle, en fait, on comprend aussi que, en fait, par exemple, les temples égyptiens, en fait, étaient bourrés de greniers à blé. Quand on regarde les plans, en fait, il y a des greniers à blé partout. Les ziggourats, Ur, c'est aussi des greniers à blé. Et puis quand on retrouve au Moyen-Âge, après la chute de l'Empire romain, quand il y a une reconstitution urbaine au Moyen-Âge, elle se reconstitue avec les donjons, d'abord en bois, les mottes castrales en fait, où au rez-de-chaussée on a le stock de blé, au premier étage on a les logements, et au troisième étage bien sûr on surveille. Donc, et plus il y a d'aisance, plus il y a de blé, en fait, plus il y a les populations bourgeoises qui se mettent au bord des donjons, et le château s'étend, s'élargit. Donc c'est intéressant de voir ce fait urbain qui naît avec cette question de l'alimentation et de la modification du passage à l'agriculture. Donc là, on a quelques plans de ces plans de grenier de banque centrale. En fait, la ville, c'est la banque centrale. Les paysans apportent leur blé, le prêtre note combien ce paysan m'a donné, et puis le paysan peut revenir l'année d'après rechercher son blé. Voilà, ça c'est des traces de différentes villes où on voit tous les greniers comme ça, de 1 à 34, hein, qui constituent la majorité de la ville. Le troisième point, c'est sur l'espace public. Là, il y a une phrase, il y a à la fois Vitruve qui parle du feu, en disant que le feu est l'origine de l'architecture, c'est-à-dire que les gens qui ont froid, à un moment donné, ils ne vont pas faire chacun dans son coin un feu, ils font un feu ensemble, ils partagent le feu, ils se retrouvent autour. C'est ce que le philosophe allemand Peter Sloterdijk, qui parle de thermosocialisme, en disant que le feu est à l'origine finalement de la politique. Les gens se retrouvent autour du feu, et donc on peut se dire que l'apparition de l'espace public peut être en fait d'une certaine manière déterminée ou par une qualité climatique. Ça peut être l'ombre de l'arbre, on se retrouve sous l'arbre. En Suisse par exemple, il y avait des tilleuls et les gens se retrouvaient sous la tille, où Saint-Louis était sous l'arbre. Dans la politique en Suisse, il y avait toujours un arbre sur la place qui était le lieu des assemblées aussi. Ça peut être effectivement l'ombre des basiliques romaines. En fait, on profite de la fraîcheur de la basilique pour se retrouver, qui a été repris dans les églises chrétiennes. Les églises chrétiennes en fait ont copié les plans des basiliques et ont profité aussi de l'apport de fraîcheur des basiliques. C'est-à-dire que l'église en Méditerranée est un lieu de fraîcheur où on peut venir se réfugier quand il fait trop chaud dehors. Donc en fait, il y a cette qualité climatique qu'on retrouve aussi. Il y a cette image des cafés. Les cafés, c'était à des lieux au siècle des Lumières, par exemple. C'est le moment où en fait, les gens n'ont pas forcément de cheminée chez eux. Là, le bois coûte très cher, voire il n'y a pas de bois, et donc ils se retrouvent, ils partagent, ils mettent en communion. Ils se retrouvent au café pour se réchauffer, et on peut voir peut-être une corrélation, je ne sais pas si elle est juste, mais en tout cas, il y avait 300 000 cafés en 1950 à Paris, quand la majorité des logements n'avaient pas encore de chauffage central, et il y en a 30 000 aujourd'hui, quand tous les appartements sont équipés de logements de chauffage à la maison. Le quatrième chapitre était sur la question de l'énergie. En fait, si on se pose la question qui est l'architecte de ce bâtiment d'un gratte-ciel, est-ce que c'est Sullivan l'architecte, ou est-ce que c'est, je sais pas, Norman Foster qui est l'architecte de la tour? On peut se dire aussi que c'est le charbon qui est aussi l'auteur de la tour. C'est-à-dire que si à un moment donné on peut élever des structures en acier et monter en hauteur, en fait c'est parce que le charbon est là,
qui permet de faire fondre les minerais, qui permet de transporter les poutres de l'usine aussi, d'élever avec des grues, et puis après de pouvoir habiter en montant en ascenseur le 40e étage, et d'avoir, on parle aussi du téléphone qui a permis de continuer à établir des contacts avec l'ensemble de la ville, tout en étant très éloigné dans le ciel. Donc si on veut, on a peut-être un peu exagéré le pouvoir humain dans la constitution de l'architecture en disant en réalité c'est peut-être le charbon qui est plutôt l'auteur des gratte-ciel plutôt que l'humain, et l'humain est un peu finalement le porte-parole du charbon, c'est-à-dire que si on construit haut, c'est parce que le charbon le permet, et si aujourd'hui on arrive dans un moment où on a moins d'énergie, les formes bien évidemment vont s'aplatir, vont tomber, et ça c'est une chose assez amusante d'un historien américain, Lynn White Jr., dont on reparle un peu aujourd'hui parce qu'il avait écrit un texte sur l'origine de la catastrophe écologique qui serait liée à la religion chrétienne. Enfin, Le Monde en a parlé il y a une semaine. Mais Lynn White Jr. Parlait de l'apparition des petits pois au tournant de l'an 1000, en disant que avant, entre la chute de l'Empire romain et l'an 1000, en fait, les gens mangeaient que des céréales. Donc les céréales, ça fait grossir, mais ça ne donne pas de muscles, il n'y a pas de protéines dans les céréales. Et le changement de système d'agriculture, qui est passé de l'agriculture l'assolement biennal à l'assolement triennal, fait que tout d'un coup, il y a les légumineuses qui rentrent dans l'alimentation humaine. Et Lynn White Jr., c'est une idée qui a été reprise après par Umberto Eco, par Jacques Le Goff aussi en France, des historiens, en disant que finalement les cathédrales étaient une conséquence des petits pois qui étaient rentrés dans l'alimentation humaine. Ensuite, il y a le chapitre sur l'art décoratif. Alors, pour notre génération, quand on parle du décoratif, ça veut dire ça sert à rien. On peut l'enlever, ça ne changera rien, donc c'est décoratif. En réalité, le décoratif servait totalement avant l'usage du charbon, des énergies fossiles, de l'invention du radiateur, ou à la deuxième moitié du 19e. C'est-à-dire qu'une tapisserie, en réalité, c'est une isolation thermique. Le tapis, c'est la même chose, c'est un isolant thermique. C'est-à-dire qu'on n'a pas froid, on s'empêche d'avoir froid aux pieds. Et donc, on venait dérouler le tapis, les mettre comme ça, pour avoir plus chaud dans les châteaux ou dans les maisons où on crevait de froid, puisqu'il n'y avait aucune... puisque les murs eux-mêmes n'étaient absolument pas isolés. Donc, de la même manière, les rideaux étaient là pour bloquer les courants d'air. En fait, pour nous, c'est plus pour la lumière, mais en réalité, à cette époque-là, c'était plus pour les courants d'air, pour bloquer tous les courants d'air des fenêtres. La même chose, les paravents. Moi, on m'avait dit que c'était pour se cacher quand on se déshabillait, mais en réalité, le paravent, c'est pour parer le vent, pour bloquer le vent. Et donc, parce que c'était plein de courants d'air, il n'y avait pas les étanchéités à l'air avec toute l'école qu'on connaît aujourd'hui. Les bâtiments avaient plein de fuites d'air, des vents coulis, des courants d'air qui étaient... Et quand le chauffage central arrive, donc avec la technique on chauffe de l'eau et ça part dans les radiateurs au 19e siècle, en fait ça transforme totalement les conditions matérielles d'habitabilité des intérieurs. Et finalement, quand Le Corbusier dit, quand d'abord Adolf Loos dit l'ornement est un crime, et qui propose d'enlever cette part ornementale de l'architecture, ou quand Le Corbusier dit on fait propre chez soi, d'enlever ses tapisseries, ses tapis, ou Mies van der Rohe qui dit less is more, finalement le style moderne, c'est une conséquence du chauffage central. C'est-à-dire si on peut enlever les tapisseries, les tapis, les cheveux, tout ça, c'est parce qu'on a du chauffage, des radiateurs qui pallient à tous les problèmes. Et donc c'est pas le style un peu minimal moderne, c'est pas Le Corbusier qui a une lubie tout d'un coup de dire on va faire plutôt neutre, plutôt vide, mais c'est en fait il est aussi un peu d'une certaine manière le porte-parole du charbon et du chauffage central, et il comprend qu'on peut dès lors se passer de tous ces éléments décoratifs qui deviennent purement décoratifs. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant et amusant, c'est que
tout d'un coup, il y a depuis 1973, depuis la première crise du pétrole, en fait, il y a les réglementations thermiques qui imposent de mettre un petit peu d'isolation, 2 cm au départ, ça qui vont jusqu'à 20 cm. Et en réalité, on assiste, sans qu'on s'en rende compte, au retour du décoratif, au retour de la tapisserie ou du tapis. Et on croit que les mousses d'isolants, les isolants thermiques, les laines de verre, les laines de cellulose ou de roche, on pense que c'est des objets purement décoratifs, mais en fait c'est d'une certaine manière, le retour des tapisseries. Ensuite, il y a un chapitre sur les dômes et sur toute la médecine hippocratique en fait, qui est redécouverte à la Renaissance. En fait, à la Renaissance, on trouve apparemment dans une abbaye en Suisse, on retrouve une édition de Vitruve, de l'architecte romain donc de l'Antiquité, qui est republiée. Et donc les architectes de la Renaissance redécouvrent, et Vitruve basait il faut relire Vitruve, c'est très intéressant parce que nous on a cru qu'il parlait que de géométrie, en réalité il parle que de climat et de maladie. Il explique il explique en fait comment placer les villes en fonction du climat, et il se base sur l'idée d'Hippocrate, qui est le philosophe grec, qui est l'inventeur de la médecine, qui disait que en fait c'est quelque chose qui a finalement guidé toute l'architecture jusqu'au XIXe siècle et toute la création des villes jusqu'au XIXe siècle. C'est pour Hippocrate, en fait, si on est malade tout seul, c'est que ce qu'on a mangé est mauvais, donc il faut changer l'alimentation. Si on est malade à 4 ou 5, c'est que l'air est mauvais et il faut changer l'air. Donc pour changer l'air, il y a soit on part à la campagne, on part ailleurs, on quitte l'endroit où on est, soit on parfume l'air avec des fleurs, avec des feux. Par exemple, quand il y avait des pestes, on brûlait des feux, ou les médecins de la peste avaient des masques bourrés de fleurs, ou alors toute la peinture du siècle des Lumières. On voit toujours des fleurs sur les tableaux de Marie-Antoinette, il y a toujours beaucoup de fleurs. En fait, c'est pas symbolique, c'est qu'ils pensaient réellement que les parfums des fleurs garantissaient la bonne santé. Et la dernière solution, c'est de ventiler, de faire chasser l'air, les miasmes, et pour ça, de créer des courants d'air. Donc, c'est ce que met en place Palladio. En fait, Palladio, il dit qu'il faut aligner les portes et les fenêtres pour que les courants d'air traversent toute la maison, qu'il n'y ait pas de cul-de-sac. Il explique finalement les dômes sont des aspirateurs à miasme et à chaleur, c'est-à-dire que je crois que j'ai une image là, non, par convection, l'air chaud est plus léger que l'air froid, donc ça monte et ça évacue la chaleur. Et juste pour rappeler, parce que je n'avais pas appris ça quand j'étais étudiant, les 4 côtés de cette symétrie de Palladio sont liés aux 4 saisons, c'est-à-dire que Palladio explique qu'en été, on se met au nord, à l'ombre, pour ne pas avoir trop chaud. En hiver, on se met au sud. Le matin, on va à l'est ou à l'ouest, ou à l'automne et à l'hiver. Et donc, cette composition qu'on voit à gauche, très classique, enfin en symétrie, est liée en fait aux 4 saisons, à des principes climatiques d'échapper à la chaleur, ou au contraire de chercher le soleil en hiver. Et tout ça, ça reste valable jusqu'à Le Corbusier, jusqu'à la modernité, où on cherche toujours à ventiler. Et les dômes sont là. Les dômes sont des aspirateurs à miasme. Quand Soufflot construit l'Hôtel Dieu à Lyon, il écrit que il veut aspirer les miasmes grâce aux dômes. Et effectivement, notre génération postmoderne, on a cru que c'était pour le prestige, pour la grandeur de la civilisation qu'on faisait des grands dômes. Mais quand on lit l'histoire, on voit que c'est pour évacuer l'air chaud et les miasmes qu'on a conçu les dômes. Je dirais que toutes ces questions de ventilation disparaissent avec les ventilations mécaniques, avec les antibiotiques qui apparaissent où on est plus malade, mais elles reviennent aujourd'hui pour diminuer la consommation d'air conditionné, ou diminuer la consommation d'énergie dans la ventilation.
sais pas si je vais réussir à aller au bout de ma conférence avec ce que je... Mais voilà, on voit ce principe-là de la Villa Rotonda, comme ça, avec l'air qui est pris en sous-sol, refroidi, qui ressort, ça c'est assez joli, enfin, dans une caillebotis au sol, hein, l'air froid ressort comme ça, et puis il est évacué, l'air chaud est évacué dans la rotonde. Un chapitre est sur les parcs, la nature en ville. Ça c'est aussi assez intéressant de se dire que en fait ça part d'une espèce de mauvaise compréhension. Joseph Priestley, en fait un Anglais au XVIIIe siècle, fait des expériences parce qu'ils avaient compris, c'était Joseph Black, un chimiste écossais, qui avait vu que dans l'air il y avait deux gaz, il n'y avait pas simplement les quatre éléments, enfin la terre, l'air, le feu et l'eau, et donc l'air était un élément. En fait, dans l'air lui-même, il y avait plusieurs éléments. Donc, vous avez compris qu'il y avait l'air fixe et l'air déphlogistisé, qui étaient deux gaz différents qui constituaient l'air, qui avaient des poids différents. Et donc, Priestley continue ses recherches et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il voyait que quand il plaçait des souris dans des cloches en verre, ces souris mouraient et l'air qu'on retrouvait, c'était cet air fixe qui était un gaz toxique pour eux, un gaz qui tuait. Et donc c'est le CO2, ça sera ce qu'on appellera le CO2. Et le CO2, pour cette génération-là, était un gaz mortel. Donc il y a des histoires dans les cales de bateaux où il y a des accumulations de CO2. Le CO2 est plus lourd que l'oxygène, donc il y avait quand il n'y a pas aucun mouvement d'air, donc c'est assez intéressant parce que ça retrouve effectivement ces principes d'Hippocrate qu'il faut que l'air soit en mouvement, parce que effectivement s'il n'y a aucun brassage de l'air, le CO2 va progressivement tomber. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui mouraient au fond des puits ou dans des grottes ou dans des cales de bateaux, comme ça, où il n'y avait pas de mouvement d'air. Et donc, ils pensent que le CO2 est toxique, et Priestley découvre par hasard que les arbres, la végétation, peut transformer le CO2 en oxygène. Et de là, en fait, c'est tout le mouvement des parcs qui arrive de cette découverte-là, c'est de la création des parcs en ville. Le premier parc, ce sera le parc Victoria en 1840, qui est créé à Londres, qui est là comme une machine à nettoyer l'air fixe qui tue, et qui a prolongé la durée de vie des Londoniens de 10 ans avec la présence de cette végétation. Donc tous les arbres et tous les parcs qui se créent en 1840 en Angleterre ont cette vocation sanitaire qui est reprise par Napoléon III, qui était en exil à ce moment-là, qui revient à Paris, qui crée avec Haussmann et Alphand ces grands poumons de la ville et tous ces parcs-là qui sont là pour nettoyer la ville du CO2 et de l'air fixe qu'on croit mortel. Olmsted qui retourne à New York, qui se promène en Angleterre en 1850, donc il y a tout son livre, la promenade d'un jardinier américain en Angleterre, où il ramène toutes ces idées-là et crée Central Park où dans ses mémoires, il dit qu'il est satisfait parce que la durée de vie des New-Yorkais, les jeunes New-Yorkais, sont en meilleure santé depuis que Central Park a été créé. Donc, en fait, finalement, cette idée des parcs et de la nature en ville, des arbres comme des appareils à nettoyer l'air et à permettre de survivre, il faut garder en tête que la durée de vie, l'espérance de vie en 1800 était de 30 ans, en 1900 elle était de 40 ans et en 2000 de 80 ans. Donc il y a ça. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y avait pas les antibiotiques, donc on avait une maladie bactérienne, on avait une chance sur deux d'y rester, alors qu'aujourd'hui on prend un antibiotique et on survit. Donc la question de l'espérance de vie était très forte. Et donc tout ça s'est prolongé jusqu'en 1960, 1950, et c'est à ce moment-là que Jane Jacobs explique que c'est n'importe quoi cette histoire, que le CO2 c'est pas un gaz mortel, ce qui est vrai. En fait, les souris ne mouraient pas à cause du CO2, elles mouraient parce qu'elles n'avaient plus d'oxygène. Donc il y avait une confusion pour ça, et donc Jane Jacobs explique que ces parcs ne servent à rien, qu'on peut les enlever.
Et à partir des années 50 jusqu'aux années 2010, on peut dire, ben on enlèvera la nature de la ville, mais sans, bien évidemment, avec une conscience tout à fait légitime, puisque ces armes ne servent en réalité à rien par rapport à tous les enjeux qui avaient été mis. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, il y a un retour des armes et de la ville pour d'autres raisons, plus liées au CO2, mais en tant que pour les gaz à effet de serre. Voilà. Et puis, bon, après, voilà, ben, vous lirez peut-être les autres parties, mais bon, c'est aussi, effectivement, Haussmann, les grands travaux d'Haussmann, ça reprend ces idées de mettre en mouvement l'air. Les postmodernes, en fait, avaient dit que Haussmann avait fait ses travaux pour lutter contre les émeutes et les barricades. En réalité, c'est une invention du XXe siècle. En fait, on trouve ça dans aucun texte du XIXe. Au contraire, en fait, Rambuteau explique qu'il ne faut pas faire des grands travaux parce que c'est les grands travaux qui mettent au chômage à la fin des grands travaux les ouvriers qui participent après aux barricades et aux émeutes, puisque toutes les émeutes entre 1800 et 1850 étaient liées à des fins de travaux, notamment les fortifications de Paris, qui avaient mis au chômage à la fin des fortifications énormément d'ouvriers qui, quelques mois plus tard, avaient commencé à faire des révoltes. Donc Rambuteau explique qu'il ne faut pas faire de grands travaux à Paris, qu'il faut faire des petits travaux en relation avec le nombre d'ouvriers présents. Et donc on ne peut pas penser que Haussmann a fait de ces travaux, puisque effectivement à la fin des grands travaux en 1870, c'est juste après la Commune, c'est l'événement, la manifestation la plus importante au XIXe siècle, qui était composée de 50% d'ouvriers au chômage après la fin des grands travaux d'Haussmann. Donc, si on cherche la raison des travaux d'Haussmann, en fait, c'est Napoléon III qui revient d'Angleterre, qui ramène tous les principes urbains qui étaient mis en place en Angleterre à ce moment-là, des larges avenues. On trouve des entre 1800, même avant, du 18e au 19e siècle, on trouve des multitudes de livres qui expliquent comment ventiler, qu'il faut en faire passer l'air pour enlever les maladies. Et donc les grands boulevards sont des couloirs à vent pour évacuer les maladies, c'est ce que dit Haussmann. Donc, en fait, c'était une réponse aux grandes épidémies de choléra qui venaient peut-être vous avez entendu parler de ce volcan en 1816 qui explose à Java, qui crée cette année sans été, qui transforme l'écosystème en Inde, et qui fait apparaître une souche de choléra qui progressivement arrive en Europe et crée des grandes épidémies. Et donc c'est pour combattre ces épidémies-là que ces grands travaux sont faits dans les différents pays. Là, au XXe siècle, en fait, bon, il y a la question de l'urbanisation du territoire, le fait que tout d'un coup on découvre le iode qui permet la présence de cet élément qui permet de ne pas avoir des goitres et qui est présenté à un moment donné comme la panacée, et on va chercher le iode au bord de la mer. Donc c'est tous les développements balnéaires, les développements des sources d'eau iodée, qui entraînent un développement de l'urbanisation du territoire. Les trains sont également, les lignes de chemin de fer sont faites en fonction des endroits, des sources thermales et des bords de mer. Et donc, et le iode, en fait, il était bien sûr dans le poisson, dans la mer, dans l'air iodé des marins. Donc c'est aussi le développement en Belgique d'Ostende. En fait, on avait plutôt dans les mers du Nord cherché le iode, à Blackpool en Angleterre, ou Deauville après, toutes ces régions-là. Et tout ça sombre au moment où la Suisse décide en 1930, de mettre le iode directement dans le sel, plutôt donc de ioder le sel, c'est ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et qui fait que tout d'un coup le iode vient directement dans l'alimentation, on n'a plus besoin de partir à Ostende respirer les embruns iodés, et donc c'est le déclin de toutes les villes du Nord, de toutes ces-là, et puis bon, il y a un effet contraire qui se fait avec les villes du Sud,
la recherche des ultraviolets pour combattre le rachitisme à ce moment-là, qui crée en fait tout un développement des bords de mer en Méditerranée. Après, voilà, sur l'architecture moderne, en fait, c'est assez amusant de voir que l'architecture moderne, en fait, il y a une anecdote, mais qui est réelle, qui est de dire que l'architecture moderne vient de la viande séchée des Grisons. C'est pour ça que c'est la viande séchée des Grisons qui a entraîné l'architecture moderne. C'est un médecin suisse qui devait combattre une plaie de tuberculose dans les Grisons. Et il pense à la viande séchée des Grisons. Il dit, nous en Suisse, on a de la viande qu'on expose au soleil et à l'air des montagnes, et elle est délicieuse, c'est de la viande morte, mais elle est en très bonne santé, elle est bonne à manger, elle sent bon. Donc qu'est-ce qui se passe si j'expose de la viande vivante au soleil et à l'air des montagnes? Et donc il le fait, le patient par un hasard guérit. Et donc suite à ce succès, il ouvre le premier sanatorium du Schatzalp en 1900 à Davos, qui devient, où on dit qu'il y avait des intuitions. Pasteur pensait également que le soleil avait des possibilités, de guérison. Finalement, toute l'architecture moderne, les balcons, la peinture blanche, les solariums, les grandes baies vitrées, tout ça vient de ce constat de la viande séchée des Grisons qui s'est révélé faux, puisque en fait la lumière du soleil n'a aucun pouvoir désinfectant. Et donc, une des thèses du livre, c'est de dire que finalement le brutalisme, quand Le Corbusier arrête de peindre en blanc ses bâtiments, c'est parce que finalement c'est l'apparition des antibiotiques, et il peut économiser sur la peinture blanche, puisque ça ne sert à plus rien de multiplier la lumière pour désinfecter, puisqu'en fait on a les antibiotiques et en plus ça ne servait à rien. Voilà, j'ai été peut-être un peu long là pour... après, je vous encourage il y a des choses, comment les antibiotiques ont permis un retour en ville, ou comment le CO2 modifie la forme architecturale aujourd'hui. Et je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour présenter mon travail, mais j'aimerais peut-être effectivement dire qu'il y a une modification de l'architecture qui est liée en fait au CO2, c'est-à-dire que si le charbon, le pétrole avaient permis de faire des gratte-ciel et de certaines formes architecturales, en fait tout d'un coup cette conséquence négative de l'émission de CO2 qui entraîne le réchauffement climatique crée une transformation de l'esthétique architecturale. Et peut-être si on regarde en fait les chiffres, donc on sait à peu près au niveau global 39% c'est l'industrie du bâtiment, donc la construction et l'opération du bâtiment. Parmi ça, 3/4 c'est le fonctionnement du bâtiment, le chauffage, 1/4 c'est les matériaux. Alors ça a changé récemment parce que c'est une étude qui avait été faite par l'université en Autriche qui montre qu'avec les nouveaux standards, genre l'énergie, Passive House, en fait on arrive à... Ça c'est en rose foncé, c'est la consommation d'énergie ou l'émission de CO2 durant l'opération du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude, la climatisation, et en rose clair, c'est l'empreinte carbone des matériaux et de la construction. Et on voit que comme les programmes peuvent être très efficaces si on isole bien le bâtiment, si on ventile bien le bâtiment, tout d'un coup, les matériaux deviennent la moitié du problème. C'est pour ça qu'en Suisse, par exemple, le 31 août dernier, le canton de Vaud a décidé d'arrêter d'utiliser du béton dans les constructions publiques ou de limiter au maximum le béton parce que c'est un matériau qui nécessite beaucoup d'énergie pour produire le ciment. Voilà, donc dans mon travail, en fait, l'idée est de se dire, bon, alors si la cause de l'architecture est climatique, donc comme je disais, de ne pas avoir froid en hiver ou trop chaud, si les conditions aujourd'hui sont climatiques, est-ce que
les outils de l'architecture peuvent être aussi climatiques. C'est-à-dire, et pourquoi on est obligé de continuer à composer avec des carrés, de la géométrie? Pourquoi on ne pourrait pas composer avec des principes climatiques comme la convection, la conduction, faire des plans à base de la conduction ou de la radiation? Donc, c'est un peu ce présupposé, enfin cette hypothèse que j'ai fait il y a longtemps, et d'essayer d'étudier de quelle manière, en fait, la radiation, par exemple, pourrait faire le plan. Donc, je vais vous présenter un premier projet, un projet qu'on a fait pour la Fondation Louma à Arles, dans ce bâtiment-là. Ici, c'est 2800 mètres carrés, pour exposer des œuvres d'art. Et on est parti sur le principe que on doit présenter des œuvres d'art, et donc il y a la lumière incidente qui arrive parce qu'il y a des shades de la lumière qui provient du plafond, et donc il y a à la fois la lumière incidence et puis il y a la lumière réfléchie au sol, c'est-à-dire que si le sol est noir, ben, ça absorbe tout, si le sol est blanc, ça fait rebondir la lumière, et donc on est parti de cette idée-là en se disant que les œuvres d'art doivent recevoir certaines quantités de luxe en fonction de leurs matériaux. C'est-à-dire que si le peinture à l'huile peut recevoir que 200 lux, le papier photographique 50 lux, une vidéo est plutôt dans le noir, et un tirage contemporain peut en recevoir beaucoup plus. Donc de là on se dit finalement il y a des gradations de luminosité en fonction des types des œuvres. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé la moyenne de la lumière naturelle dans le bâtiment. Donc en jaune, orange, c'est là où il y a le plus de lumière, en bleu, c'est là où c'est à l'ombre. Et donc on analyse le bâtiment, un bâtiment existant, et on fait, donc ça c'est à midi, le soir, on fait la moyenne. Finalement on voit qu'il y a plus de lumière là et moins ici, puisqu'on est là ici à l'ombre du mur. Et on se dit, si je vais mettre des vidéos, du papier photographique, je vais plutôt le placer ici que là, parce que là je devrais obscurcir. Et donc de là, donc finalement on transforme ça en forme, en suivant ces lignes. On arrive à briller, en se disant on va travailler sur la réflectance, et ici ça sera brillant, ça sera clair, gris clair, gris foncé, sombre, pour renforcer les qualités déjà présentes. Et donc on transforme ça en plan, donc, et en coupe, et donc on a finalement ce paysage qui se crée en fonction de l'intensité lumineuse, et puis les œuvres d'art trouvent leur présence dedans. Donc l'ambition finalement, c'est d'essayer de limiter l'éclairage artificiel, de limiter le fait de profiter de l'existant, et de créer une forme de variation d'intensité lumineuse à l'intérieur de cet espace. Un deuxième projet sur l'effusivité, ça c'est l'échange thermique. Quand on touche un matériau, on échange de la chaleur. Ça c'est un concours qu'on a gagné pour la Maison de la Radio, pour refaire le cœur de la Maison de la Radio, pour faire un espace public avec un café, une bibliothèque, une librairie, des concerts en direct, des émissions aussi enregistrées en direct. Et on est parti sur le principe du café en se disant où est-ce qu'on va mettre le café. Alors on se dit en hiver on a envie d'être au soleil, tandis qu'en été on a envie d'être à l'ombre, boire un menthe à l'eau en été et boire un café ou un chocolat chaud en hiver. Et donc on analyse, on fait aussi la moyenne annuelle des rayons du soleil. On voit qu'il y a des parties qui sont toujours à l'ombre, d'autres qui sont plus éclairées, et on transforme ça en suivant la géométrie du bâtiment, des lignes du bâtiment. Finalement on fait le plan et on matérialise, on fait des formes si on veut, et on matérialise le plan en relation avec les coefficients d'effusivité. C'est-à-dire qu'on dit que là où on est en hiver, on va mettre plutôt de la laine, donc il n'y a aucun échange, c'est un matériau à basse effusivité, donc si vous touchez de la laine, vous avez l'impression qu'elle est chaude parce qu'il n'y a aucun échange thermique entre la main et la laine. Si vous touchez du marbre, vous allez sentir froid parce que l'effusivité est haute, et donc vous perdez. Donc bien que les matériaux soient à la même température en réalité.
Et donc on fait cette gradation entre des parties très plus chaudes et des parties plus froides, si on veut, pour accentuer, par exemple dans le café, en été, on va faire en sorte que on a donc plus chaud dans ces parties ensoleillées, comme ça, donc on fait aussi un mobilier qui est plus enveloppant, un peu comme le mobilier d'autrefois en laine. Et puis on passe finalement dans des parties en bois avec une effusivité un peu plus haute, après le caoutchouc, le marbre et le métal dans les parties à l'ombre. Et donc il y a cette gradation qui se fait et on vient accentuer la perte de chaleur. Et c'est assez intéressant parce que le marbre des églises, enfin le marbre qu'on propose ici pour rafraîchir, Viollet-le-Duc explique par exemple que Saint-Pierre de Rome est fait en un sol en marbre qui est là pour rafraîchir l'église. Et nous on a cru que c'est pour faire riche ou qu'il y a un signe de luxe, le marbre, mais dans les églises italiennes, c'est pour rafraîchir l'église. Enfin, c'est un matériau à haute effusivité. Et donc, c'est pas du tout pour des significations superstructurelles, c'est pour des raisons infrastructurelles, climatiques, qu'on choisissait les métaux. De la même manière, là, on choisit les chaises on fait en fil pour laisser l'air passer, le vent passer, un peu comme les chaises à bascule sont là pour se rafraîchir et créer artificiellement un vent. C'est des sortes là, un projet basé sur la conduction qu'on a réalisé à Taïwan, en partant du principe des couches d'aujourd'hui. Quand vous faites un mur, en fait, c'est plus un mur en briques avec d'un côté l'intérieur et de l'autre côté l'extérieur. En fait, parce que ça ne suffit pas, on est obligé de rajouter une isolation thermique de 20 cm, et puis on est obligé de rajouter une étanchéité à l'air, peut-être on rajoute un pare-vapeur, on rajoute une étanchéité à l'eau, et donc finalement la façade contemporaine est créée de différentes couches qui sont chacune très performantes. Et là, on propose finalement de dissocier ces couches plutôt que qu'elles soient toutes rassemblées dans la façade. On commence à ouvrir et à habiter entre l'étanchéité à l'eau et l'isolation thermique. On crée des espaces entre les deux en disant que finalement les toilettes ou les corridors peuvent être juste protégés de l'eau, mais pas dans l'isolation thermique, ce qui permet de diminuer la consommation d'énergie puisqu'on va mettre de l'air conditionné donc à Taïwan uniquement dans les parties où les gens restent longtemps et pas dans les parties de stockage ou dans les parties des couloirs. Donc le plan se fait comme ça, avec une barrière physique en gris, en noir, une barrière contre l'eau en bleu, l'isolation thermique en rouge, et tout ça se décale comme ça à l'intérieur. Ensuite, ce bâtiment-là qu'on appelait climatorium, c'est une sorte de conservatoire de climat, en fait, puisqu'à Taïwan, c'est un climat chaud, et on propose des espaces publics, l'un qui recrée le climat de la montagne, donc plus froid en temps réel, un autre qui recrée l'air propre d'avant la révolution industrielle, et un autre qui recrée l'air sec du mois de novembre, comme un 21 novembre perpétuel, et qu'on propose comme espace public, un peu comme la basilique ou l'église ou l'arbre, pour proposer des climats comme espace public. Donc on les a, on voit les coupes, voilà, avec voilà, là la structure porteuse ici, l'isolation qui se décale ici, dans les détails aussi. Et on voit le bâtiment réalisé avec cette blancheur, aussi avec un très haut albédo pour renvoyer la chaleur, qui est l'étanchéité même, c'est l'étanchéité à l'eau du bâtiment. Là, on rentre à l'intérieur de l'étanchéité. Là, on est entre l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité thermique, et puis on rentre à l'intérieur de l'isolation thermique. Et puis on trouve les trois salles, le coolium, le dryum et puis le clearium, comme ça. Peut-être là un autre projet de bâtiment, on a eu le 3e prix pour l'Université de Lausanne, en fait un bâtiment pour les sciences humaines, c'est un concours ouvert, le jugement a été fait il y a une semaine. Peut-être juste pour montrer, on a
ici, c'est ce bâtiment-là, qu'on a essayé de faire un bâtiment très compact, qui n'utilise pas de terrain. Et le principe est à la fois de permettre, en printemps et en été, d'avoir de la ventilation naturelle en retrouvant le système des dômes qui aspirent au milieu, et puis durant l'hiver, un double flux qui fonctionne, en fait, on va le voir ici, qui fonctionne par aspiration. On vient surchauffer, c'est ce qu'on voit ici, on vient surchauffer au sud une cheminée thermique et aussi les ascenseurs, qui vient tirer l'air qui redescend, si on veut, qui descend dans les sous-sols, et puis qui monte comme chez Palladio dans la Villa Rotonda à travers des caillebotis au sol de grilles qui montent à l'intérieur, et les planchers, vous voyez, se rétrécissent, donc ils bloquent une partie de l'air qui est tiré en périphérie, aspiré, puis ça redescend, il y a un échangeur de chaleur. Et ce qu'on propose, c'est en été, parce que la nappe phréatique était à 2 mètres en dessous, 3 mètres en dessous, et donc on propose d'ouvrir, c'est ce qu'on voit ici, d'ouvrir l'eau de la nappe phréatique qui vient créer une forme de grotte, qui vient parce que l'évaporation de l'eau, donc le changement de phase entre liquide et gazeux, réduit la température de l'air, et donc d'avoir une forme de fontaine intérieure comme on les trouve en Italie ou en Espagne ou au Maroc, enfin, toutes ces fontaines qui sont là pour rafraîchir le bâtiment. Voilà. Le bâtiment est tout en béton en bas, avec, pour les grandes portées, et puis en bois par-dessus. Et on voit ici, là, donc, ces caillebotis qui reprennent le principe là, de Palladio, de cette pierre du mascaron, où arrivait l'air froid. Quoi, donc, on a tout ça, que ça monte, ça traverse en fait tout le bâtiment. C'est aspiré. Est-ce que j'ai le temps de présenter un projet urbain? Oui. Alors on a aussi pas mal travaillé en fait ces dernières années sur des projets à l'échelle urbaine, notamment à travers le concours du parc à Taïwan qu'on a gagné en 2012. Là aussi, on se dit que peut-être les raisons urbaines d'autrefois, d'il y a 10 ans, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'était on parlait de transport, de communication, de tourisme, peut-être. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, les raisons sont plutôt les problèmes de canicule en ville, où il commence à faire, ça surchauffe. Là, on voit ces diagrammes qui montrent qu'il y aurait une accentuation, une multiplication des canicules depuis quelques années. Le problème du réchauffement climatique avec les différents scénarios, qui fait que, par exemple, le gouvernement de Genève dit qu'il faut plus construire à Genève pour le climat d'aujourd'hui, mais qu'il faut construire comme pour les Pouilles, parce qu'en 2100, le climat de Genève sera similaire à celui des Pouilles, et donc toutes les décisions doivent être prises en fonction du climat du sud de l'Italie pour résister à cette élévation des températures en ville. Il y a le phénomène effectivement de l'îlot de chaleur urbain qui fait que, à cause de l'albédo bas, à cause de l'accumulation durant la journée, dans l'inertie de la pierre ou des matériaux, il y a une forme de stockage de la chaleur, et puis aussi une accentuation des inondations qu'on voit depuis 1950 qui semblerait se donner, et puis aussi les particules fines, les PM2.5 polluantes qui sont là. Donc si on veut, on peut se dire que l'urbanisme aujourd'hui c'est ces missions-là. Enfin, d'ailleurs c'est le cas en France, j'en parlais, j'étais à la fois à Bordeaux récemment et à Lyon, et dans les deux cas les décisions de la ville de Bordeaux étaient le maire d'avant disait que c'était une ville de pierre, il fallait tout faire pour que ça soit une ville minérale, que la beauté de la pierre de Bordeaux, enfin des façades en pierre, et donc tout était pris, ça a donné une ville très minérale, très belle, mais très minérale. Et aujourd'hui, tout le monde dit mais on surchauffe, on a beaucoup trop chaud dans cette ville, il faut arrêter cette histoire de ville de pierre, Bordeaux, ville de pierre, qui était un slogan touristique.
et il faut rafraîchir la ville aujourd'hui. Et donc il y a une modification complète des principes urbains par rapport à ça. Donc de la même manière, si on veut lutter contre ces problèmes, c'est plus des questions symboliques ou des images de villes touristiques, de villes de pierre, qui ont en réalité qui sont des constructions sociales et culturelles. En fait, il faut revenir sur des questions infrastructurelles et travailler sur ces questions-là. Donc, nous, quand on a fait le projet de Taïwan, on a gagné aussi ce projet. Donc, c'est un parc de 70 hectares sur un ancien aéroport. On le voit, là, on voit le parc en construction. Avec tout autour, le quartier sera urbanisé. Et on est parti sur ces problèmes-là réels de chaleur, d'humidité et d'inondation et de pollution. Et on a pris ces trois couches, comme trois couches séparées, sur lesquelles on a répondu en disant un peu comme c'est pas la forme suit la fonction, mais c'est la forme suit le climat, c'est-à-dire qu'on cartographie d'abord les formes climatiques et on en trouve les formes et on en trouve les fonctions. C'est-à-dire qu'on va essayer de rafraîchir et offrir des lieux de loisirs, on va essayer de déshumidifier et offrir des lieux de sport, et on va essayer de dépolluer et offrir des lieux pour les enfants en travaillant réellement dans le parc. Donc pour rafraîchir, en fait, le seul paramètre qui varie, c'est le paramètre de la convection du vent. En fait, il y a un vent qui vient du nord. C'est pour ça que la piste d'atterrissage était dans ce sens-là, donc nord-sud. Et donc, on a fait un modèle avec Transsolar dans le futur, l'urbanisation future, et on a regardé donc en rouge là où il y a le plus de vent, en bleu là où il y a le moins de vent, et donc là où il y aura le plus de vent, ça va être le plus confortable. Donc Taïwan, Taichung, c'est un climat tropical chaud et humide, parce que le vent, tant qu'il a une température inférieure à 32 degrés, il est toujours rafraîchissant, comme quand on souffle sur la cuillère à soupe ou comme avec un ventilateur, ça rafraîchit, quoi. Et donc, finalement, les endroits les plus rafraîchis par le vent quand le vent souffle, on les a renforcés en mettant des arbres qui créent des canopées d'ombre. Donc on double le système de rafraîchissement par radiation et par convection. Et donc le plan, les formes de ce premier plan apparaissent en fonction des vents, si on veut, et ces formes-là, cette géométrie qu'on met en place est issue directement du vent. Ensuite, voilà, il y a des choix des arbres aussi faits en fonction d'avoir des arbres avec beaucoup de feuilles ou des grosses feuilles. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est la gestion de l'humidité et de l'eau. Donc tout le parc est fait, tout le matériel du parc est gardé sur place, et on doit, c'est le principe des sponge city chinoises, c'est-à-dire que le parc est l'endroit, l'eau de tous les nouveaux quartiers arrivent dans le parc, et le parc doit gérer les eaux, en fait. Et donc tous les bassins, on a créé des bassins qui se remplissent au fur et à mesure dans la pente pour absorber les grandes inondations, enfin, les pluies qui arrivent. Et donc le parc peut être, voilà, on voit les différents scénarios de remplissage de ces collines. Toute la topographie, en fait, est faite pour créer des bassins de rétention pour absorber l'eau. Et de la même manière, voilà, là on voit le parc réalisé, qui est inondé. Et puis, dans les parties, on crée des parties les plus sèches aussi, et là on choisit précisément les matériaux, des drainages très vite pour que ça reste très sec, pour pas qu'il y ait de l'humidité qui soit là. Voilà, donc là c'est le parc réalisé qui a ouvert en décembre dernier. La dernière couche, c'est la pollution. En fait, il y a des routes qui passent, donc on a plus on est éloigné des routes, moins c'est bruyant, moins il y a de polluants de l'air, et on propose en plus de renforcer ça par des arbres qui peuvent absorber les polluants, des résineux qui collent les 2.5, les PM 2.5, ou des feuilles dufteuses qui ont une certaine capacité comme ça à absorber les polluants, et on propose d'avoir tous les jeux pour enfants dans ces parties les moins polluées ici. Et finalement tout ça se superpose. On voit tous les différents arbres qui se superposent et créent des microclimats qui peuvent être chauds
humides et pollués, mais qui peuvent être froids, secs et pollués, froids et secs et dépollués. Et donc, tout ça, ça donne une variété qui peut avoir un intérêt à midi au mois de juillet ou à midi en décembre, à 6 heures du soir. On va plutôt chercher le soleil au mois de décembre à 6 heures du soir. On va plutôt se mettre à l'ombre à midi au mois de juillet. Donc on a toute une variété de microclimats qui est donnée librement aux utilisateurs. Voilà, on a aussi toute l'énergie du bâtiment. Là, on a 10 000 m² de panneaux photovoltaïques qui produisent toute l'électricité, qui permettent aussi d'avoir une forme de paysage un peu tempéré, un peu plus tempéré sous les panneaux photovoltaïques, qui permettent le surplus de lumière, puisqu'on n'est pas très loin des tropiques, comme ça, c'est très intense la lumière. Ce surplus-là, on le récupère pour produire de l'électricité, plutôt que de le recevoir directement sur la figure, comme ça, avec cette canopée. Voilà, ça c'est des petits systèmes de rafraîchissement aussi qu'on a parsemés, plus ou moins dans le parc, qui travaillent sur la radiation, sur la convection, sur l'évaporation, comme ça, comme les fontaines, les grottes, toutes ces folies qu'il y avait dans les parcs autrefois, qui avaient aussi des qualités climatiques. On allait dans les grottes ou les dolmens qui étaient fraîches, où on allait sous les kiosques, ou alors il y avait les fontaines qui étaient là pour rafraîchir. Pour terminer, là, sur le parc de Taïwan, en fait, on a un système tous les 50 mètres, ce qu'on voit ici. Tous les 50 mètres, on a des senseurs qui mesurent les polluants, l'humidité de l'air, la température. Et donc, on a un accès avec le smartphone sur une carte météorologique qui se réactualise tout le temps, et qu'on peut finalement décider d'aller dans les endroits les moins pollués. En regardant là où c'est moins pollué, on peut en temps réel se déplacer dans ces parties-là. Voilà, il y a un petit livre qui est sorti aussi sur le parc de Taïwan qui présente ça. Et je ne sais pas si j'arrête là ou est-ce que je termine. Oui. Ouais, je termine alors avec le concours qu'on a gagné avec OMA à Milan, où en fait le principe était, c'est des nouveaux quartiers, des développements urbains de nouveaux quartiers, donc 60 hectares au nord, 15 hectares ici au sud, sur des friches ferroviaires en fait de Trenitalia. Et donc le Farini, c'est très proche du centre-ville, c'est le centre-ville en fait. Et ici on est un peu plus à, toujours Milan est là. Donc en fait on s'est posé la question comment, quand on fait un nouveau quartier, on fait des places, il y a des vides et des pleins, il y a des rues, des boulevards ou des places, et quel est le statut aujourd'hui de ces espaces publics? Est-ce qu'on doit refaire des places ou est-ce qu'on doit refaire des boulevards ou des mailles ou des jardins ou des parcs? Donc on s'est reposé la question comme ça du sens de l'espace public, et on a proposé en fait de créer des sortes d'infrastructures environnementale comme espace public, en disant au 19e ils ont fait les parcs pour dépolluer, nous on pourrait faire des sortes d'infrastructures pour aussi dépolluer, pour rendre limpide, pour dépolluer, nettoyer l'air pollué, nettoyer l'eau. Et donc on propose 2 limpidariums, ce qui serait une sorte de nouveau type d'espace public, qui sont des filtres, des sortes de machines, de filtres climatiques qui déterminent, qui génèrent les nouveaux quartiers. Donc là, on sait, à Milan, il y a un vent qui arrive du sud-ouest, qui est plutôt frais et pas pollué, et qui se pollue et qui se chauffe au contact de la ville. Et donc, le principe est de créer ce limpidarium d'Aria en essayant de rafraîchir le maximum avec des fontaines, avec un albédo haut, avec des arbres, pour créer une espèce de pôle froid qui, par différence de température, en fait, puisque les vents se créent toujours
quand il y a une partie chaude et une partie froide, donc ça met en mouvement l'air, donc de créer des vents dans le nouveau quartier. Il y a également le lipidarium nettoierait l'air aussi, comme ça. Enfin, là, on crée aussi des pluies artificielles avec le principe en fait quand il y a trop de PM2.5 dans l'air. En fait, un des moments, il y avait un épisode en Corée, par exemple, ils attendaient tous la pluie pour faire tomber la pollution, puisque les particules fines qui flottent dans l'air avec la pluie tombent et passent dans l'eau et partent comme ça. Donc voilà, bon, c'est un système comme ça, on nettoie l'air et puis on crée ce vent. On le fait en étudiant avec le passage du vent, on crée des immeubles qui sont parallèles au vent dans le nouveau quartier. Et voilà, bon, ça s'arrête là, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, donc et puis l'autre, l'impidarium, ça nettoie l'eau, et parce qu'à Milan, il y a plein de rivières souterraines, comme ça, et donc vient dépolluer l'eau par phytorémédiation et créer un espace, un parc, où l'espace public a cette mission environnementale de dépollution de l'espace. Voilà.